Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire dédié à un sujet qui nous tient à cœur, investir pour le climat, avec en première partie une analyse sur l'impact carbone de l'épargne et surtout le rapport entre flux financiers et climat, et en seconde partie une sélection de campagnes nationales et locales pour flécher directement son épargne dans la transition énergétique. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce webinaire avec Victoire Oriane. Bonjour à tous, Victoire Oriane, directrice d'investissement chez Indo Company. Et donc, je suis à même Laure Verhaeg, cofondatrice et présidente de l'Endo Company. Je vous remercie de nous rejoindre aussi nombreux pour ce webinaire. Peut-être juste quelques précisions d'organisation avant de démarrer. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Il y a un onglet questions-réponses à cet effet dans l'application et le webinaire est enregistré. Donc, le replay vous sera diffusé très prochainement, juste après le webinaire. Donc, sans plus tarder, nous démarrons par tout d'abord une brève présentation de l'Endo Company. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien l'Endo Company, nous sommes l'entreprise qui détient les deux plateformes, l'Endosphère et l'Endopolis. Deux plateformes qui ont fait l'objet d'une alliance en 2024 pour créer aujourd'hui un acteur qui détient un leadership français et européen sur le financement participatif de la transition énergétique. Notre expertise aujourd'hui sur les deux plateformes avec une équipe unifiée d'une vingtaine de personnes, une expertise depuis plus de 12 ans maintenant sur ce financement participatif de la transition énergétique avec plus de 890 millions d'euros qui ont été levés et 1700 projets d'énergie renouvelable, donc solaire, éolien, réseau de chaleur, méthanisation, qui ont été financés via nos deux plateformes. Vous représentez, et nous vous en remercions, une base d'investisseurs aujourd'hui de plus de 118 000 personnes en cumulé sur les deux plateformes et avec aujourd'hui une dynamique et une récurrence importante puisque vous êtes plus de 75% et des investisseurs fidèles et récurrents. Nous vous en remercions. L'Endo Company détient l'agrément donc de prestataire de services de financement participatif qui est délivré par l'autorité des marchés financiers pour pouvoir exercer son travail de réception, de transmission d'ordre entre les projets que nous analysons, structurons et vous, investisseurs qui les financez, et également une distribution multicanale avec d'un côté la communauté digitale et de l'autre un partenariat historique avec la Banque Postale qui fonctionne extrêmement bien, dont nous sommes très fiers et nous verrons au cours de la présentation les raisons de dynamisme et surtout extra-financiers qui font cette qualité du partenariat avec la Banque Postale. Nous appartenons à la société de gestion indépendante, un E3 Investment Manager, qui apporte de façon ponctuelle des investisseurs professionnels et institutionnels en cofinancement avec les investisseurs particuliers sur certains projets. Et aujourd'hui, donc les deux cofondateurs historiques de l'Endosphère sont aujourd'hui toujours les dirigeants opérationnels, donc, dont je fais partie, ce qui donne une solidité et une continuité de gouvernance et de stratégie pour nos deux plateformes qui sont donc dédiées depuis l'origine à la décarbonation de l'épargne. Et c'est tout le sujet qui nous intéresse et qui nous anime aujourd'hui. Nous souhaitions vous proposer avant l'été et dans cette période qui a été marquée par plusieurs canicules successives de façon très tôt en saison, des feux aujourd'hui qui vont être d'autant plus virulents que la sécheresse est importante pour retracer de façon, en prenant un peu de recul, ce lien entre les flux financiers et le climat qui sont notre raison d'être. Il faut revenir un tout petit peu en arrière au moment de l'accord de Paris, donc en 2015, qui fixait à l'époque une trajectoire qui est le fruit d'un consensus scientifique de maintenir, si possible, l'augmentation des températures mondiales à plus 5,5 degrés d'ici la fin du siècle
et surtout bien en dessous de 2 degrés. Ce qu'on voit là dans le graphique à droite, c'est qu'on est déjà aujourd'hui quasiment à ce 1,5 degré d'augmentation des températures par rapport à la moyenne pré-industrielle et qu'on se dirige vers plutôt des trajectoires à plus 3, plus 4 degrés si cette tendance n'est pas revue drastiquement sur les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Pour pouvoir revoir drastiquement ces émissions de gaz à effet de serre, ce que dit l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport qu'elle publie tous les ans, le World Energy Outlook, qui est un rapport de référence sur les évolutions structurantes du secteur énergétique mondial, c'est qu'il faut doubler des investissements dans les énergies renouvelables et doubler les investissements dans les réseaux pour pouvoir décarboner le plus rapidement possible et en tout cas à la hauteur des enjeux climatiques actuels, notre mix énergétique mondial. L'Agence internationale de l'énergie donne également une trajectoire qui s'appelle le net zéro émission d'ici 2050. Et pour tenir cette trajectoire, il faut également s'assurer qu'il n'y ait aucun nouveau projet fossile qui soit financé et qui soit mis en place. Puisque les installations déjà existantes dédiées aux énergies fossiles, donc pétrole, charbon et gaz, nous emmènent déjà sur une trajectoire à plus 1,5, plus 2 degrés. Donc tout l'enjeu, c'est surtout de ne pas financer et de ne pas créer de nouveaux projets d'exploitation de ces énergies fossiles et au contraire de flécher cette manne financière, ces flux financiers vers l'accélération de l'installation, du développement de l'installation et de l'exploitation d'énergies renouvelables, donc solaire et éolien en tête pour les énergies les plus matures technologiquement et les plus compétitives également financièrement. Ce qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde les expositions des plus grandes banques et les flux, les masses de flux consolidés au niveau mondial, c'est qu'aujourd'hui, le ratio n'est pas bon. Le ratio, il est aujourd'hui pour 1 euro investi dans les fossiles, il n'y a que 42 centimes investis dans les renouvelables. Et donc, c'est un rapport de 1 pour 2 en faveur du fossile aujourd'hui qui est analysé notamment par le rapport de Banking on Business as Usual de Reclaim Finance, qui est une ONG qui fait référence dans ce domaine de l'analyse des flux financiers par rapport aux enjeux climatiques. Et donc, ce que note ce rapport, c'est qu'entre 2021 et 2024, il y a eu 1 368 milliards de dollars accordés aux énergies renouvelables comme éolien et solaire, et contre 3 285 pour les fossiles. Donc ce rapport de 0,42 pour 1 qu'il faut absolument inverser et qu'il faut surtout drastiquement faire évoluer vers un ratio de 1 euro pour les fossiles, 6 euros pour les renouvelables. Et ça, c'est la recommandation de l'Agence internationale de l'énergie. Donc on voit que le chemin à faire est encore important, qu'il y a une révolution énergétique qui est en cours dans l'électrification aujourd'hui des usages, mais qu'il faut accélérer drastiquement pour tenir les engagements pris dans l'accord de Paris et surtout tenir un réchauffement climatique en deçà des limites sur lesquelles s'accordent aujourd'hui les climatologues. Quel est le rôle des banques dans tout ça? Le rôle des banques, c'est de financer, de choisir de financer ou non les fossiles ou les renouvelables, et donc d'avoir ce ratio au sein de leurs propres engagements de 6 pour 1 et pas de 0,42 pour 1 comme on le voyait juste avant. Et alors, l'empreinte carbone, en tout cas l'impact carbone des banques, elle n'est pas au niveau de leurs émissions directes, qui sont assez restreintes, leur siège social et éventuellement leur flotte de véhicules, voilà, des choses très restreintes au niveau émissions de CO2. Pas non plus dans le scope 2, parce que pour faire tenir et alimenter ces sièges sociaux, voilà, on estime que c'est à peu près 1% de leurs émissions, donc sur le scope 2. Par contre, dans le scope 3, les émissions indirectes liées aux entreprises et aux projets qu'elles financent, ça représente là plus de 99% donc de leurs émissions. Et donc c'est sur ce scope 3 que se concentrent les analyses aujourd'hui qui sont réalisées sur les stratégies bancaires, leurs politiques et la façon dont elles doivent et elles peuvent accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Et on y reviendra juste un peu plus tard, c'est là aussi où, en tant que particulier, en tant que client de ces banques ou de ces assurances, on a un rôle à jouer parce que l'argent qui est déposé est au passif de la banque et lui permet d'avoir un effet de levier de financement qu'elle peut diriger, choisir de diriger vers le fossile ou vers les renouvelables. Et donc, l'impact carbone d'une banque, c'est l'impact de ces entreprises qu'elle finance.
Euh, et ce qu'on voit là, c'est que cet impact va toujours croissant pour les fossiles au niveau mondial. Ce qu'ont montré les ONG qui participent à cette analyse, qui est aussi une analyse de référence, donc Banking on Climate Chaos, que je vous invite aussi à lire pour approfondir le sujet, qu'on ne peut juste qu'aborder ce matin vu le temps imparti, c'est que il y a eu plus de 8 700 milliards de dollars fléchés vers les entreprises et les projets fossiles depuis l'accord de Paris. Et donc, c'est cette trajectoire-là qui nous emmène vers +3, +4 degrés à la fin du siècle. Ce qui est euh, aujourd'hui montré par ces analyses, c'est que cette tendance est loin aujourd'hui d'être tempérée, modérée, revue à la baisse. Au contraire, il y a des accélérations qui même sont analysées. Par exemple, en 2025, 906 milliards ont été alloués aux énergies fossiles par donc les 65 plus grandes banques internationales, hein, parce que ce rapport se concentre sur les 65 plus grandes banques internationales et sur les financements qu'elles apportent à 2500 entreprises du pétrole, du charbon et du gaz. Ces 906 milliards, c'est une hausse de 8% entre 2024 et 2025. Et sur ces 906 milliards, il y en a 500, plus de 500, qui sont alloués à des projets d'expansion, c'est-à-dire de nouveaux projets de pétrole, de charbon ou de gaz. Et ce qu'on voyait juste avant, c'est que l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il ne faut pas d'expansion de projets fossiles. Autrement, on dérive vers des trajectoires climatiques au-delà des 2 degrés. Et donc, il y a encore aujourd'hui, et de façon assez majoritaire sur l'enveloppe globale, des acteurs bancaires qui vont financer des projets d'expansion fossile. Ce que montre le rapport, c'est que 12 banques aujourd'hui, et notamment des banques américaines, chinoises, qui vont concentrer près de 40% des financements fossiles, quand 26 banques, elles, sur ces 65, toujours, ont réduit leur exposition. Donc il y a un tiers des banques qui font le travail aujourd'hui de réduire de façon plus ou moins solide, de façon plus ou moins continue, leur exposition aux énergies fossiles. Et donc, parmi ces banques, et on peut s'en féliciter, les grandes banques françaises aujourd'hui ont globalement baissé leur financement à l'expansion des énergies fossiles. On est passé de 18 milliards en 2024 à 16 milliards en 2025. Et surtout, la Société Générale, Crédit Agricole, BNP, qui arrivent, elles, en tête des banques françaises, mais sont autour de la 30e place dans ce classement mondial des 65 plus grosses banques internationales. Il y a une réduction pour la BNP, Crédit Agricole et BPCE. Vous voyez dans le graphique à droite, qui est un graphique qui est tiré de ces rapports et qui a été réalisé par Alternative économique. Donc, vous voyez les évolutions des engagements fossiles des 6 plus grandes banques françaises. Donc à rebours des engagements de décroissance d'exposition fossile, Société Générale qui, elle, continue à augmenter ses engagements fossiles et de façon notable, et c'est toute la fierté aussi du partenariat avec la Banque Postale qui, elle, a cessé tout financement fossile et tout projet de financement de projets d'expansion fossile depuis 2021. Ce constat, il est à double tranchant. On voit aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un choc géopolitique sur les énergies fossiles, que celles-ci flambent, et que donc il peut être intéressant de façon très court-termiste d'investir et de continuer cette exposition aux énergies fossiles. Si on raisonne à moyen long terme et au vu de l'évolution et l'inertie climatique sur ces enjeux de fond, il y a un danger de surexposition à des actifs échoués qui peuvent être dévalués très brutalement en fonction d'évolutions réglementaires, d'évolutions technologiques, d'évolutions de risques d'image également, et donc une surexposition fossile dans les portefeuilles des banques, des assurances qui peuvent avoir des effets irréversibles et des pertes financières colossales avec un risque donc qui est très bien identifié hein, dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, d'actifs échoués. Et la Banque de France, d'ailleurs, le souligne très bien, et dit que l'augmentation aujourd'hui de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes pourrait entraîner des pertes financières non linéaires et irréversibles. Et c'est ce que
En fait, c'est ce qu'on essaie toujours de dire sur ces engagements à prendre à moyen long terme, c'est que le coût de l'inaction, tôt ou tard, sera bien supérieur au coût de l'action aujourd'hui, qui n'est pas un coût, mais qui est bien un investissement dans la transition énergétique. Et donc, c'est un risque financier systémique et un risque patrimonial également pour les investisseurs privés et professionnels, institutionnels, de surexposition aux actifs fossiles. Et c'est là où on peut revenir du coup à l'échelle individuelle, même si évidemment tout l'enjeu c'est que ces acteurs et ces institutions bancaires aient une politique et une stratégie de désengagement et de désinvestissement fossiles, plus ou moins rapides, plus ou moins structurels. Mais au niveau individuel, ces enjeux ont un impact. Cet impact, c'est celui de l'empreinte carbone de notre compte bancaire, de notre épargne. Alors, avec toutes les limites méthodologiques qui ont été soulignées, il n'empêche qu'Oxfam France a fait un travail de mesurer l'empreinte carbone individuelle de notre compte bancaire qui va de 8,83 à 16,3 tonnes de CO2 par an pour une épargne moyenne de 25 000 euros par Français. 8,83, c'est à la Banque Postale, 16,3 à la Société Générale. Ce sont des chiffres de 2020, donc qui sont aujourd'hui à actualiser, à mettre à jour, hein, notamment pour la Banque Postale, qui doit aujourd'hui être bien en deçà de ces 8,83 tonnes qui ont été analysées à l'époque par Oxfam. Et ce qu'on voit, c'est que de façon indirecte, notre premier poste carbone, c'est notre épargne, parce que elle est au passif des banques, c'est un levier de financement pour elles et pour leur stratégie ensuite d'investissement, comme on l'a vu, qui est encore très largement orientée vers le fossile et de façon disproportionnée par rapport à leur engagement de financer une économie bas carbone. Donc notre épargne est un levier essentiel pour financer une économie bas carbone, d'autant plus que, et si on remet un peu les ordres de grandeur en tête, 8,2 tonnes, ce n'est pas une empreinte carbone individuelle qui est tenable. Il faudrait diviser par 4 cette empreinte carbone individuelle, même si encore une fois, et on est très prudent là-dessus, c'est bien des efforts aujourd'hui au niveau de ces institutions bancaires et de ces institutions d'assurance sur lesquels il faut agir. On peut aussi demander de la transparence à son conseiller, notamment, et là c'est un autre rapport qui est tout aussi intéressant toujours de Reclaim Finance sur le sujet de l'assurance vie. Ils ont analysé les 7 500 fonds qui étaient distribués en unités de compte par 27 assureurs vie. Eh bien, ils se sont rendus compte que 2 tiers d'entre eux étaient exposés à au moins un développeur d'énergie fossile. Et ça va plus loin, et là, c'est les écueils et les dangers du greenwashing. C'est que 1300 unités de compte dont le nom faisait allusion de près ou de loin à de la durabilité, près de la moitié sont exposés au moins un développeur d'énergie fossile. Donc il y a un enjeu de transparence évident sur l'affectation et sur le choix, les choix stratégiques qui sont faits par ces acteurs bancaires et d'assurance vie. On peut aussi changer de banque. Alors c'est long, c'est fastidieux, c'est sûrement peut-être moins compliqué pour certains que de manger moins de viande ou d'arrêter de prendre l'avion. Et donc la Banque Postale aujourd'hui comme on le disait juste avant, la seule à ne pas avoir financé de projet d'expansion fossile depuis le 2021, ou encore la nef, donc il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de carte encore à nef, mais qui a cette stratégie aussi bas carbone et impact sur absolument tous les investissements qu'il réalise. Et là, on a prêché pour notre paroisse, investir directement dans la transition énergétique grâce au financement participatif qui vous permet de choisir et de vous constituer un portefeuille projet par projet. Et c'est là où, depuis 2014, notre métier et notre conviction, c'est que le financement participatif peut et doit être un levier de financement de la transition énergétique et peut et doit être un levier accessible au plus grand nombre pour décarboner son épargne, montrer que des investissements dans la transition énergétique sont possibles, sont accessibles et être un enjeu et un levier de démocratisation de cet investissement dans les infrastructures renouvelables. Donc depuis 12 ans, nos 3 engagements, c'est d'être
une plateforme est un lieu de circuit court, que ce soit sur l'Endopolis ou l'Endosphère, entre le projet qui est financé et l'investisseur, pour redonner à la finance son côté intelligible et sans greenwashing, en étant au plus près des projets et des entreprises qui les portent. Il faut aussi que ça ne sacrifie pas la performance, puisque il faut que pour embarquer un maximum de personnes, pour embarquer le maximum d'investisseurs dans des enjeux de diversification et de verdissement de leur placement, que la performance soit au rendez-vous. Aujourd'hui, avec un taux moyen entre 6,8 et 7,2% servi aux investisseurs sur nos plateformes et aucune perte définitive à date. Ce qui est important aussi, c'est des données concrètes d'impact. Et on le verra avec Victoire juste après sur les exemples de campagne en termes de puissance des projets financés, de la production que ces projets réalisent en mégawattheure et les tonnes de CO2 qu'elles évitent par rapport à un mix énergétique dans lequel elles s'inscrivent. Et sur les enjeux d'accessibilité, pardon, bon, voilà, des plateformes qui permettent un parcours digitalisé, des tickets d'entrée qui sont très faibles pour éviter une barrière à l'entrée, donc des 10 euros, et une absence de frais pour les investisseurs sur la création de leur compte, les choix d'investissement et éventuellement les débits vers leur compte bancaire. On a aussi un travail très important qui euh, est essentiel depuis le début de notre activité, c'est d'être présent sur le terrain et de faire ce travail de pédagogie via des webinaires comme aujourd'hui, via aussi des relations avec les médias locaux qui sont euh, un très bon levier de pédagogie et de sensibilisation sur les enjeux de la transition énergétique territoriale et sur la possibilité de pouvoir investir dans ces projets qui permettent également un partage territorial de la valeur ajoutée qu'ils apportent là où ils sont implantés. Et donc, on est très régulièrement sur le terrain et c'est un plaisir de vous rencontrer, de rencontrer les développeurs, de rencontrer les élus des collectivités de ces projets que nous finançons. Ces projets, on va vous en donner une sélection tout de suite, donc avec des projets présentés sur l'Endosphère et sur l'Endopolis, en national et en local. Je laisse la main à Victoire après avoir parler beaucoup trop longtemps. Victoire, à toi la main. Merci beaucoup, Laure. Donc effectivement, place aux collectes et un petit peu à la mise en pratique après ce rappel effectivement très utile de notre raison d'être et l'impact de la décarbonation de l'épargne. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter un échantillon de collectes proposées actuellement sur 2 plateformes. On va commencer par 2 collectes ouvertes à tous et embrayer sur 5 collectes réservées localement. On a essayé de faire cet échantillon, qui est uniquement une partie de ce qui est aujourd'hui sur nos plateformes, pour vous présenter la plus grande diversité possible, diversité en matière de porteurs de projets, de sponsors, diversité en matière également de technologie. On va vous parler de batteries, de solaire au sol, solaire flottant, solaire sur serre agricole, par exemple. Et également diversité de territoires pour les collectes qui sont réservées localement. Le temps étant un petit peu limité, on passera un petit peu plus ou moins de temps sur chaque campagne. N'hésitez pas, comme l'indiquait Laure au début, à poser vos questions dans l'onglet dédié de Q&A. Et donc, sans plus attendre, on peut commencer par la première campagne qu'on va vous présenter, une campagne ouverte à tous, qui porte sur le financement de la construction d'un portefeuille de 110 centrales solaires, qui est développé par le groupe producteur d'énergie renouvelable Orion Énergie. Alors Orion, c'est un porteur de projet, un développeur d'énergie renouvelable que nous connaissons bien. C'est la 5e opération, 5e collecte que nous proposons avec Orion. C'est un groupe qui a été fondé en 2009, qui est spécialisé dans le développement, l'installation et l'exploitation de centrales solaires de moyenne et grande dimension. Aujourd'hui, Orion, c'est plus de 80 mégawatts de projets solaires en exploitation ou en construction, et avec une belle croissance et un beau portefeuille de projets en réserve actuellement en développement de plus de 400 mégawatts. Donc pour en revenir à cette collecte, parmi les 110 projets, on a une majorité de centrales aux toitures, on a également 4 centrales au sol. Elles sont réparties dans 7 régions de la France métropolitaine.
On a une partie qui est déjà construite, on a 12 centrales qui sont déjà construites, 39 qui sont quasiment construites et puis le reste qui sera construit au cours des prochains mois. Et ces centrales bénéficient toutes d'un contrat d'achat sécurisé avec EDF-OA, donc qui permet de vendre l'énergie à un tarif fixe sur 20 ans et donc de rendre le modèle économique très prévisible, comme une grande majorité des projets qu'on propose sur nos plateformes. Et on parle d'un portefeuille de 25 mégawatts. Plus concrètement, aujourd'hui, on cherche à collecter avec Orion 5 millions. C'est proposé à un taux brut annuel de 7% sur une échéance de 5 ans. Donc l'échéancier, à titre illustratif, vous est présenté sur la droite de la présentation. Concernant la structure, l'émission se fera donc sous format d'obligation simple, émise par une société qui détient indirectement via une autre société l'ensemble des projets du portefeuille. Cette émission obligataire sera sécurisée par une sûreté qui est sous forme d'un nantissement de 49% des titres de l'émetteur, donc 49% de la valeur du portefeuille. Et donc, c'est une collecte effectivement ouverte à tous et je laisse Laure faire un point d'étape sur la campagne. C'est une campagne donc ouverte à tous, merci Victoire, qui à date a déjà permis de lever plus de 725 000 euros par plus de 500 investisseurs. Et vous la retrouverez donc sur le lien qui est indiqué dans la présentation ou directement depuis la page d'accueil de l'Endosphère. Merci Laure. Et on embraye sur la deuxième campagne ouverte à tous qu'on vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'un projet de batterie développé par Valorem dans la Marne. Alors Valorem, avant d'embrayer sur le projet, c'est un groupe que probablement un certain nombre d'entre vous connaissent bien, puisque c'est un groupe qu'on accompagne depuis longtemps, depuis 2013. On a réalisé plus de 150 opérations avec Valorem, qui ont permis de lever 58 millions d'euros, dont une grande partie, 32 millions d'euros, ont déjà été remboursés. C'est un groupe pionnier dans le secteur des énergies renouvelables, fondé en 1994, pionnier notamment dans l'éolien au départ, groupe basé à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est actif sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la maintenance, en passant par la construction. Un groupe aussi qui est actif dans le solaire, dans l'hydroélectricité, dans l'éolien, à la fois terrestre et en mer, en France et à l'international, avec une belle base d'actifs en opération, plus de 1 gigawatt installé, et donc qui permet de générer un chiffre d'affaires récurrent. Donc en 2025, on parle de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour vous donner un ordre de grandeur. Pour en revenir au projet, on parle d'un projet donc de stockage dans la Marne, de puissance installée de 11 mégas, avec un temps de charge-décharge de 2 heures, et qui se compose de 6 conteneurs de batterie. Pour vous donner une idée, un conteneur, c'est 6 mètres par 3, donc en termes d'emprise au sol, c'est un projet qui est très compact, avec effectivement peu d'occupation des sols. La batterie pourra se charger soit depuis le réseau de manière standard, soit depuis un certain nombre de parcs, soit solaires, soit éoliens, qui sont déjà raccordés au même poste de raccordement ou qui vont l'être dans les prochains mois ou les prochaines années. Ce sont des projets également développés et opérés par le groupe Valorem. Et donc, on a effectivement une forme de synergie et d'articulation entre cet actif de batterie et les autres actifs ENR solaire et éolien opérés par Valorem au même endroit. Et donc, ce projet participe directement à pallier l'intermittence des énergies renouvelables et à apporter également des solutions de flexibilité au réseau. En termes de caractéristiques de la collecte, on parle d'un montant de 1,3 million pour cette tranche 2, proposé à un taux d'intérêt brut de 7%, avec une maturité de 2 ans et 8 mois, avec l'échéancier à nouveau qui est indiqué ici. Et en termes de structuration, on intervient sous forme d'obligation simple au niveau de la société Fanière Stockage qui détient directement le projet en question. Et cet investissement va être sécurisé par une garantie autonome à première demande qui est consentie par la maison mère, Valorem, qui couvre à la fois le capital et les intérêts des obligations. Et je laisse Laure à nouveau faire un point sur cette collecte.
C'est une opération qui sera ouverte dès demain aux souscriptions, qui a été mise en ligne aujourd'hui et qui vient compléter le financement qui a déjà été apporté lors d'une première tranche qui a été clôturée en juin, une première tranche de 2 millions d'euros à laquelle ont participé plus de 1200 investisseurs. Donc pareil, vous pouvez la retrouver soit en suivant ce lien, soit directement depuis la page d'accueil de l'Endosphère. Et j'en profite pour répondre à une question, peut-être une personne qui habite en Martinique et qui aimerait savoir dans quel projet il peut investir. Dans les projets qui sont ouverts à tous, vous pouvez participer. Il n'y a pas d'éligibilité territoriale. Donc sur ces deux opérations que vient de présenter Victoire, et de façon générale sur toutes les campagnes qui sont indiquées comme collecte nationale sur l'Endopolis et sur l'Endosphère, et autrement sur les projets qui seraient réservés géographiquement à votre résidence principale. Merci. Et après, effectivement, à présenter ces deux premières collectes ouvertes à tous, on va embrayer sur un échantillon de 5 collectes réservées localement. Donc visuellement, déjà, vous pouvez déjà voir aujourd'hui quels sont les départements qui sont concernés par l'ensemble des collectes qu'on a en cours sur la plateforme. On a 6 campagnes locales qui sont en ligne sur Endosphère et 13 campagnes en ligne sur Endopolis, avec effectivement une grande partie du territoire qui est couverte. Pas tout le territoire, mais voilà, c'est amené à bouger aussi en fonction des futures collectes qui arriveront ces prochaines semaines et ces prochains mois. Donc pour rappeler peut-être le contexte de ces collectes réservées localement, ces projets dont on va parler sont tous lauréats d'appels d'offres de la CRE, donc la Commission de régulation de l'électricité, ce qui leur permet de bénéficier, comme je le disais notamment pour la collecte Orion tout à l'heure, d'un tarif de vente d'énergie d'électricité fixe sur 20 ans. Et dans le cadre de ces appels d'offres, les développeurs, les porteurs de projets se sont engagés à mettre en place ce qu'on appelle du financement collectif ou du financement participatif, c'est-à-dire un financement de au minimum 10% des coûts du projet qui doit être apporté par les riverains du projet, c'est-à-dire ici des personnes habitant dans le département d'implantation du projet concerné ou les départements limitrophes. Voilà pour le contexte. Et donc on peut passer sur le premier exemple, qui est un projet de centrale flottante sur une gravière dans l'Yonne, qui a été développé par la Compagnie Générale du Solaire. Donc Générale du Solaire, c'est un acteur que certains parmi vous également connaissent probablement bien, puisqu'on a financé déjà 38 projets sur nos plateformes et levé plus de 20 millions d'euros pour des projets développés par ce groupe. C'est un acteur de premier plan qui a été fondé en 2008, qui est actif en France et à l'international, notamment en Italie et à moindre mesure également en Afrique. Et qui opère aujourd'hui plus de 500 MW de projets en France, 75 MW en Italie, et avec un beau portefeuille de projets en développement également pour le futur, plus de 2 gigawatts de projets en France et plus de 500 MW en Italie. Et cette base solide d'actifs installés se reflète dans le chiffre d'affaires récurrent qui est généré chaque année, avec, à titre d'exemple, en 2025, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été générés par le groupe. Pour en revenir au projet, donc on parle d'une centrale flottante qui est développée sur un plan d'eau de 8 hectares, avec une puissance installée de 13 MW et une production annuelle estimée de 14 gigawattheures, avec une construction qui est en cours et une mise en service prévue d'ici la fin d'année en novembre. C'est un plan d'eau qui est une gravière qui sert encore aujourd'hui pour l'exploitation d'alluvions. À titre, pour en dire plus sur le solaire flottant, on a effectivement proposé historiquement plusieurs projets de ce type-là sur la plateforme. Ce sont des panneaux photovoltaïques qui sont posés sur des flotteurs, les flotteurs étant eux-mêmes reliés soit à la berge, soit ancrés au fond du plan d'eau, selon la typologie du projet, notamment selon la variabilité de hauteur d'eau du plan d'eau. Et ce type de projet solaire permet de valoriser des sites dégradés, là en l'occurrence par exemple une gravière, et d'éviter l'artificialisation des sols. Et également, et c'est intéressant au vu du contexte météorologique en ce moment, d'optimiser le rendement des panneaux photovoltaïques, notamment dans des conditions de température assez élevées, puisque quand on atteint un certain niveau de température, le rendement des panneaux photovoltaïques peut subir une inflexion.
Donc le solaire flottant permet un refroidissement des panneaux et donc de maximiser le rendement dans des conditions de température telles que celles qu'on peut les connaître malheureusement aujourd'hui. En termes de caractéristiques de la collecte, on est sur un montant global de 1,16 million, proposé à un taux brut de 6,75% sur 4 ans et demi, avec un échéancier qui apparaît sur la présentation. Et en termes de structure, les émissions, les obligations simples sont émises par la société de projet qui détient le projet en question, avec donc une éligibilité dans le département de Lyon et les départements limitrophes qui apparaissent ici listés sur ce slide. Et je laisse Laure faire un point d'étape sur les collectes. Alors, c'est une campagne qui a la particularité d'être présentée sur les deux plateformes, donc l'Endopolis et l'Endosphère, pour pouvoir conjuguer nos bases d'investisseurs qui sont présentes à la fois sur l'Endosphère et la force du réseau de la Banque Postale également côté l'Endopolis. Donc, une co-collecte que vous retrouverez sur les deux plateformes et qui aujourd'hui a permis de dépasser 950 000 euros investi sur le 1 160 000 à lever. Et donc une opération qui s'approche aujourd'hui de l'atteinte de son objectif et que vous pouvez retrouver côté Lendopolis sur le lien présent sur cette slide. Merci Laure. Place maintenant la deuxième collecte réservée localement. Il s'agit d'une centrale solaire sur volière dans le Cher, qui est développée par Mexens. Mexens, certains d'entre vous connaissent certainement le groupe sous son ancien nom, puisqu'il s'agit de Technique Solaire, qui a changé d'identité à la fois visuelle et de nom en début d'année. Mexens, c'est effectivement un développeur qu'on a accompagné également à de nombreuses reprises ces dernières années, avec plus de 100 projets financés et 30 millions collectés. C'est un groupe qui a été créé en 2008, qui a plus de 1 gigawatt de projets en exploitation en France, en Espagne, mais également en Inde, aux Pays-Bas, à la fois des projets solaires, éoliens et également des projets de biogaz. À titre d'exemple, avec cette base effectivement également solide d'actifs en exploitation, Mexens génère plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, par exemple. Et donc, pour en revenir au projet, il s'agit d'une centrale solaire qui est sur volière, donc un hangar d'élevage avec une couverture photovoltaïque qui va être mise en place par Mexens. On parle d'une puissance de 8, un peu plus de 8 mégawatts, et un projet qui est déjà en construction et dont la mise en service est attendue deuxième partie de 2027. En termes de caractéristiques de la collecte, le montant recherché est un peu au-dessus de 1 million d'euros, avec un taux d'intérêt brut annuel proposé à 6,5% sur une durée de 5 ans, et l'échéancier apparaît à nouveau sur le slide. Et en termes de structure, donc on intervient, là c'est une structure un petit peu particulière qu'il convient de souligner. Les obligations simples sont émises au niveau d'une société qui s'appelle JLTE 13, société qui détient en fait un portefeuille beaucoup plus large de projets, puisqu'il s'agit de 341 centrales photovoltaïques pour une capacité globale de 240 MW, parmi lesquelles on trouve ce projet de Saint-Vite. Donc dans tout le portefeuille, c'est principalement du solaire, c'est principalement des projets qui bénéficient de contrats d'achat avec EDF-OA. Il y a quelques exceptions avec des projets qui bénéficient de ce qu'on appelle des corporate PPA, donc des contrats d'achat conclus directement avec par exemple des groupes industriels ou des clients en direct. Et principalement des projets en France, mais également quelques projets aux Pays-Bas et en Espagne. Donc on a une structuration qui permet une diversification du risque qui est assez intéressante, puisqu'effectivement on vient financer un projet parmi un portefeuille beaucoup plus large de projets. Et et on peut passer à la slide suivante sur la troisième campagne locale. Cette fois-ci, on parle d'une centrale solaire sur serre agricole dans le Lot-et-Garonne, qui est développée par le groupe Urba Solar. Donc là encore, on reste avec un nom qui est assez connu de vous, de notre comité d'investisseurs. Et les 3 prochaines campagnes locales qu'on va présenter ici vont être des campagnes qui sont développées par ce groupe Urba Solar.
Urba Solar est un groupe effectivement qu'on accompagne avec plaisir depuis de nombreuses années, avec plus de 200 projets qui ont fait l'objet de collectes sur nos plateformes, euh, dont 80 collectes sur les 200 qui ont déjà été intégralement remboursées. Donc effectivement, beaucoup d'historique avec ce groupe. Et pour vous présenter rapidement le groupe, on parle d'une société qui existe depuis 2006, qui regroupe aujourd'hui plus de 500 collaborateurs, qui est une filiale du groupe Axpo, qui est un énergéticien suisse, qui est à la fois un producteur d'énergie renouvelable, également un distributeur. C'est un groupe qui alimente plus de 3 millions de foyers en Suisse et à l'international également. Urba Solar bénéficie également d'une large base d'actifs en exploitation, plus de 1,3 giga en exploitation, et plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, et qui bénéficie historiquement d'une position de leader. C'est le numéro 1 des lauréats des appels d'offres de la crue, notamment dans le solaire. Pour en revenir à ce projet particulier dans le Lot-et-Garonne, on parle d'un projet sur serre agricole d'une capacité installée de 6 mégawatts. Et les serres permettront ici de protéger un verger de kiwi contre les ravageurs et les aléas climatiques. Et ça permettra également d'allonger la période de production grâce au microclimat qui est créé naturellement sous la serre. En termes de conditions de la collecte, le montant recherché est un petit peu supérieur à 1 million d'euros. Sur une maturité de 4 ans, avec un taux d'intérêt qui a été au début proposé à 6,5%, qui va être rehaussé à 6,75% après discussion avec le porteur de projet pour optimiser la dynamique de la campagne. Et l'échéancier apparaît également ici. Et je précise également que ce nouveau taux s'appliquera évidemment de manière rétroactive aux investisseurs qui ont déjà souscrit à cette collecte. Et en termes de structure, les obligations simples sont émises au niveau de la société détenant le projet. Et donc, cette collecte est réservée aux habitants du Lot-et-Garonne et des départements limitrophes qui sont listés ici. Et je laisse Laure faire un point d'étape sur la campagne. La campagne est disponible en ligne donc sur l'Endopolis. Le taux de 6,5 initial est encore affiché le temps de faire les démarches contractuelles nécessaires pour le rehausser. Il s'appliquera donc à la totalité des souscriptions passées et aux souscriptions futures. Les personnes éligibles en seront informées par mail dès les avenants signés. C'est une campagne qui aujourd'hui et a dépassé 50% de son objectif, donc avec plus de 560 000 euros levés sur le million 7 000 d'objectifs à atteindre. Et on passe à présent sur une deuxième campagne d'Urba Solar, qui cette fois-ci concerne un projet de centrale solaire au sol dans le département de l'Isère. Et il s'agit d'une centrale qui est développée sur ce qu'on appelle un terrain dégradé, donc un terrain qui est déjà artificialisé puisque c'était un ancien dépôt pétrolier qui alimentait le sud-ouest de la France. Et donc, effectivement, ces centrales solaires sur terrain dégradé ont vocation à représenter la majorité des projets développés. Il y a des incitations à viser des projets sur ce type de terrain au titre des appels d'offres de la crue, afin d'éviter effectivement des soucis de conflit d'usage des terrains et d'artificialisation des sols. On parle d'un projet qui a une puissance de 14 mégawatts, qui produira annuellement 17 gigawattheures par an. La construction est bien avancée puisque la mise en service est prévue en octobre. Et en termes de caractéristiques de collecte, le montant de la collecte est de 1,2 million, proposé à un taux d'intérêt brut annuel de 7% sur une durée de 4 ans. Et en termes de structure, on est sur quelque chose de très proche de la campagne précédente, puisqu'on intervient sous format d'obligation simple au niveau de la société détenant le projet. Et cette campagne est réservée aux habitants de l'Isère et des départements limitrophes. Et je laisse leur C'est faire un point. le point campagne. On a dépassé aujourd'hui le tiers de l'objectif qui est fixé à 1,2 million avec plus de 400 000 euros investis pour cette opération qui est donc réservée aux habitants de l'Isère et des départements voisins. Peut-être juste un rappel
pour ces campagnes réservées géographiquement, les résidences principales et secondaires fonctionnent. Donc voilà, n'oubliez pas d'enregistrer en ligne vos résidences secondaires ou de partager auprès de vos proches qui auraient des résidences principales et secondaires dans ces territoires. On a une offre de parrainage qui est en ligne de façon permanente sur l'Endopolis et sur l'Endosphère. Merci Laure. Et dernière campagne qu'on vous présente aujourd'hui, toujours une campagne du groupe Urba Solar. Cette fois-ci, on revient sur du solaire sur toiture avec une centrale développée sur un bâtiment logistique dans le Pas-de-Calais. Donc il s'agit d'une centrale sur une toiture de 136 000 mètres carrés qui représentera une puissance de 17 mégawatts. Le choix a été fait ici de vraiment maximiser le dimensionnement du projet solaire puisqu'il va recouvrir l'intégralité de la toiture, le minimum légal étant de 30%. Ici, le choix est vraiment de maximiser la puissance du projet, ce qui, à titre d'anecdote, en fera en tout cas, lors de la mise en service, le plus grand projet sur toiture en Europe, en tout cas d'un seul tenant. Donc effectivement, un projet record. Il s'agit d'un projet qui est localisé dans une plateforme multimodale qui regroupe différents bâtiments, des bâtiments logistiques et puis un terminal de transport, rail, route et voie d'eau. On aura une production annuelle sur ce projet-là qui sera de 15 gigawattheures par an, avec une construction effectivement qui est entamée et une mise en service prévue premier trimestre de l'année prochaine. Le montant recherché ici est de 1,7 million, avec un taux d'intérêt brut annuel à nouveau de 7% et une maturité de 4 ans avec l'échéancier correspondant indiqué ici. Pardon, je suis allée trop vite. Voilà. En termes de structuration, effectivement, on reste sur une structuration standard pour ces projets effectivement d'Urbase Solar, comme on a vu précédemment pour deux autres campagnes. On intervient sous format d'obligation simple au niveau directement de la société qui détient le projet, avec une campagne qui est réservée aux habitants du Pas-de-Calais et des départements limitrophes dont la liste est indiquée ici. Et voilà, c'était la dernière campagne locale que nous avions sélectionnée pour le webinaire de ce matin. L'idée, c'était de vous proposer des opérations éligibles sur un maximum de territoires répartis sur tout le territoire métropolitain que nous avons aujourd'hui sur nos plateformes, en essayant d'avoir un maximum de développeurs différents, de technologies différentes et de territoires distincts pour un maximum de territoires d'éligibilité. Euh, on a le temps pour quelques questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Je vois que euh, vous avez été nombreux à en poser. On va les prendre dans l'ordre. Euh, Victoire, c'est une question qui s'adresse plutôt à toi sur des solutions de stockage longue durée. Donc, la réaction là, c'est de dire que voilà, sur du stockage type Fanière qui existe aujourd'hui, est-ce que des solutions de stockage longue durée sont aujourd'hui analysées ou est-ce que c'est encore un peu prospectif? Par stockage longue durée, il est entendu step, masse de béton, hydrogène. Hmm. Alors, c'est possible. Alors, on peut effectivement envisager des stockages de plus longue durée avec des baisses. Alors, ça restera limité dans le temps, mais il y a aujourd'hui des projets de baisse qui peuvent sortir avec des durées de 7 heures, ce qui effectivement est déjà un progrès par rapport à, par exemple, le projet de Fanière de 2 heures, qui néanmoins présente un grand intérêt aussi en termes de soutien au réseau. On est en discussion avec certains porteurs de projets, notamment sur des sujets d'hydrogène. Après, voilà, cela reste à passer au crible de nos critères d'investissement, puisque les technologies, disons, plus classiques, que ce soit batterie ou autres, rentrent bien dans nos critères d'investissement en termes de prédictibilité du modèle économique. Il faudra effectivement faire le test avec d'autres types de projets, notamment hydrogène. Voilà. Et sur les autres technologies, par exemple STEP, effectivement, c'est pas des choses qu'on a regardées historiquement, par manque aussi d'opportunités peut-être. Ce sont pas forcément des projets dont la taille est forcément la plus adaptée au crowdfunding. Alors ça dépend effectivement du contexte, mais voilà, on ne s'interdit rien sous réserve effectivement de robustesse du modèle économique et le fait que ça corresponde effectivement à nos critères prudents d'investissement. Pour l'éligibilité, on y a répondu donc tout à l'heure, hein. Si vous n'avez pas de campagne locale pour lesquelles vous êtes éligible avec votre résidence principale et votre éventuelle résidence secondaire, il y a toujours en ligne
En tout cas, on essaie de faire en sorte que le portefeuille de projets à financer le permette, toujours en ligne sur l'une et ou l'autre plateforme, des projets accessibles au niveau national à l'ensemble de notre base d'investisseurs. Et j'anticipe un tout petit peu, je passe quelques questions parce que c'est lié. Aujourd'hui, il faut créer deux comptes pour pouvoir investir sur les deux plateformes. On n'a pas vocation à réunir aujourd'hui les deux plateformes, ne serait-ce que pour des raisons très techniques de services de paiement. Lendopolis travaille historiquement avec MangoPay, Lendosphere travaille historiquement avec Lemonway. Et ce serait un chantier technique, enfin c'est un chantier technique très lourd que de migrer vers l'un ou l'autre des deux services de paiement. Et nous avons aussi une très forte et une très bonne notoriété de Lendopolis auprès de notre partenaire de la Banque Postale et de ses conseillers. Donc nous gardons les deux plateformes, nous gardons les deux marques. Et donc, pour accéder aux projets qui sont sur l'une et ou sur l'autre des deux plateformes, il faut bien créer deux comptes pour pouvoir investir sur l'Endosphère et sur l'Endopolis. Euh, que pensez-vous de la décision du gouvernement d'utiliser le livret A et le livret de développement durable pour financer les EPR2? Il y a deux choses à ce sujet. En France, on a très longtemps, trop longtemps, peut-être trop souvent le réflexe d'opposer énergie renouvelable et nucléaire et d'avoir un débat comme ça qui cache un peu les vrais enjeux de décarbonation de notre mix énergétique. Il faut savoir aujourd'hui que ce mix énergétique français, il est à plus de 50% fossile encore aujourd'hui sur des usages de transport, de chaleur, et que la priorité, l'urgence, c'est bien le chantier d'électrification de nos usages qu'il faut accélérer de toute urgence pour décarboner ce mix énergétique, à la fois pour des enjeux évidents climatiques dont on a parlé, mais aussi des enjeux tout aussi évidents de souveraineté énergétique, puisqu'on n'a pas d'énergie fossile sur notre territoire et puisque ce gaz, ce pétrole sont aujourd'hui importés et subissent les chocs géopolitiques que nous avons connus ces dernières années et qui viennent nous rappeler à chaque fois systématiquement ces enjeux de souveraineté énergétique et d'accélération de l'électrification qui est nécessaire. Il y a un deuxième enjeu, un deuxième sujet, c'est la rapidité avec laquelle ces infrastructures peuvent se développer. Les EPR, EPR2 vont prendre plusieurs années, enfin, un temps assez long en fait dans le développement, la construction, la mise en service. Aujourd'hui, les infrastructures renouvelables sont les plus efficaces en termes de durée de développement pour pouvoir tenir ces enjeux d'électrification et de décarbonation du mix énergétique. Donc, la position aujourd'hui, c'est de ne pas chercher à opposer stérilement des sources d'énergie décarbonées, d'avoir en tête les enjeux en termes de souveraineté énergétique et en termes de vitesse de déploiement des infrastructures dont nous avons besoin pour assurer cette électrification. Après, il est évident qu'il faudrait pouvoir flécher de façon tout aussi facile qu'avec le financement participatif, les sommes que nous avons sur les livrets, sur les assurances vie, pour être certain de financer la transition énergétique. Un sujet sur le raccordement, Victoire, est-ce que tu as quelques informations sur les enjeux de raccordement aujourd'hui? Oui, donc effectivement, on parle souvent des difficultés à obtenir des raccordements. Il y a des embouteillages, effectivement, de long temps d'attente. Effectivement, c'est un enjeu, notamment sur des projets de batterie, par exemple. Sur l'ensemble des projets qu'on vous a présentés aujourd'hui, les raccordements sont déjà sécurisés, donc ce n'est pas un enjeu pour ces projets-là. Ça peut être un enjeu sur d'autres types de collecte qu'on propose quand on a des projets qui sont dans des phases de développement. Et on prend en compte effectivement l'incertitude. Par définition, effectivement, des projets qui sont en stade de développement ne vont pas tous arriver au bout. Et on le prend en compte dans notre analyse en appliquant des taux de succès, des taux de probabilité, entre autres sur le raccordement, mais également sur les autres enjeux de développement que sont, par exemple, l'obtention de permis, voilà, ou la sécurisation d'un tarif à un appel d'offres. Donc voilà, pour répondre de manière très courte, ce n'est pas un enjeu et le raccordement est totalement sécurisé sur les projets qu'on vous a présentés. Il peut y avoir des exceptions sur d'autres collectes, mais c'est effectivement pris en compte dans l'analyse. Une question très précise sur le nombre de foyers alimentés actuellement par les centrales en service d'Orion. Peut-être on reviendra vers vous pour la réponse précise. Sachez aussi, voilà, parce qu'on n'aura pas le temps de balayer peut-être toutes les questions, que nous répondrons de façon individualisée hein, à chacune de vos questions si on n'a pas le temps de les couvrir dans le temps imparti. Peut-être juste Euh, sur Orion, oui. l'information est
la page de la collecte, alors, c'est en termes de foyers, d'équivalent de foyers, alimentés par les centrales du portefeuille de cette collecte d'Orion, on parle de 5 800, foyers. Merci. Avons-nous des relations avec la coopérative Enercop? Alors, on connaît Enercop qui est donc un, euh, développeur, exploitant et fournisseur d'électricité. On n'a pas de relation plus étroite que ça, mais on est évidemment dans les mêmes perspectives, en tout cas souhait d'être un acteur de l'impact et de la démocratisation de l'investissement dans la transition énergétique et de l'accessibilité pour le maximum de citoyens sensibilisés à ces enjeux d'une énergie propre. Euh, Peut-être la différence avec certains produits ou certaines solutions d'investissement dans la transition énergétique. euh, Contrairement à, par exemple, l'énergie partagée, nous ne sommes pas un fonds. Nous avons bien une émission obligataire qui est réalisée en direct par les sociétés de projet ou par les entreprises qui les portent, et donc avec un fléchage et un contrat obligataire par projet, par campagne qui est proposé en ligne. Euh, une équivalence. Ah, pardon. Alors, quid de 2027? 2027, c'est effectivement en fonction des perspectives des mois à venir dans le cadre de l'élection présidentielle et des prises de position sur les enjeux de la transition énergétique. C'est un sujet qui est évidemment regardé de près, qui n'aura pas d'impact, en tout cas sur les portefeuilles d'actifs en exploitation aujourd'hui. Mais peut-être, Victoire, je peux te laisser prendre la main sur la façon dont on aujourd'hui appréhende, considère cette échéance présidentielle. En tout cas, au niveau des entreprises qu'on finance, ces entreprises qui sont aujourd'hui solides, qui ont des actifs en exploitation euh, de façon conséquente et qui ont déjà traversé des périodes d'instabilité politique assez nombreuses. Il faut savoir que la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la troisième qui a été publiée en février 26, donne une trajectoire jusqu'à 2035 avec une clause de revoyure en moins de 7. Est-ce que cette clause sera activée avant, après l'élection présidentielle? C'est vrai qu'il y a un côté un peu boule de cristal. Je peux peut-être te laisser compléter, Victoire, sur ce sujet. Oui, volontiers. Donc effectivement, une grande partie des projets que l'on propose sur nos plateformes sont des projets qui bénéficient déjà de tarifs d'achat sécurisés, donc qui ont été lauréats des appels d'offres. Donc voilà, le contrat de vente d'électricité est sécurisé sur 20 ans et on ne s'attend pas à ce que ce soit remis en question par les échéances de l'année prochaine électorale. L'échéance électorale de l'année prochaine pourrait avoir effectivement, comme l'indiquait Laure via la clause de revoyure, un impact sur les prochaines fenêtres d'appel d'offres et donc les projets qui sont actuellement dans une phase de développement, donc avant construction, démarrage de la construction, et les projets qui n'ont effectivement pas encore sécurisé de tarifs de vente d'électricité. C'est un point qu'on avait abordé lors de l'avant-dernier webinaire. De manière générale, effectivement, bon, certes, il y a une incertitude sur ce qui va passer l'année prochaine, sur le rythme d'appel d'offres à venir, même s'il y a une volonté affichée dans la PPE3 de maintenir un certain rythme d'appel d'offres. De manière générale, il faut aussi se préparer, la filière se prépare à une transition aussi vers un modèle qui est moins subventionné. Aujourd'hui, le modèle de tarif d'achat avec EDF-OA, le modèle subventionné, n'est pas le seul modèle qui existe. À la faveur aussi de la variation des prix d'électricité, d'autres modèles sont également intéressants, voire plus intéressants que les modèles subventionnés pour les développeurs. Je peux en citer deux. Le premier, c'est un exemple que j'ai mentionné pour l'une des collectes, ce qu'on appelle les corporate PPA, les PPA qui sont conclus en direct avec des clients, qui peuvent être des industriels assez électro-intensifs, qui voient un intérêt à sécuriser leur prix d'électricité sur une longue durée. Et donc, le développeur va passer un contrat directement avec le client qui va consommer l'électricité. Et puis, un deuxième exemple est l'autoconsommation collective
qui effectivement se développe également avec des boucles de consommateurs locaux qui sont alimentés par des centrales. Et donc voilà, ça favorise effectivement une relation de proximité, un lien direct entre la production et la consommation à l'échelle locale. Donc aujourd'hui, évidemment, on est très prudent sur l'analyse des projets en développement. On en présente effectivement un petit peu moins et on prend en compte dans notre analyse et dans la valorisation des projets cette incertitude relative qui existe sur le modèle de valorisation de l'électricité qui ne doit pas effectivement dépendre uniquement d'un modèle subventionné, mais doit pouvoir également être viable dans d'autres modèles qui sont par exemple les corporate PPA ou les ACC. Merci beaucoup. On approche de la fin de ce webinaire. Je tenais à vous remercier pour votre présence nombreuse et on était ravis de voir que ce sujet de l'impact carbone était un sujet qui mobilisait autant de personnes. Il nous reste donc à vous remercier, à répondre à vos questions, celles qu'on n'aura pas pu balayer ensemble ce matin de façon individuelle. Nous vous enverrons donc le replay très rapidement dans le cadre de la prochaine newsletter sur l'endopolis et sur l'endosphère et à vous souhaiter donc une excellente journée et peut-être une bonne pause estivale pour ceux qui prennent des vacances en juillet ou en août. On vous retrouvera à la rentrée avec une nouvelle proposition de webinaire. Merci à tous.